Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast du monde informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Grelot, directeur général Scientist Lead de la société Glimpse. Bonjour Frédéric. Bonjour Robin. Alors les cybermenaces, c'est ce qui inquiète aujourd'hui toutes les entreprises. Ces dernières années, ces menaces se sont professionnalisées, diversifiées. Elles sont de plus en plus difficiles à identifier. Pourtant, des solutions automatisées et simples à implémenter existent pour les entreprises. C'est notamment le cas de celle que vous proposez chez Glimpse. Alors tout d'abord, pour commencer de façon un petit peu plus générale, quel est l'état des lieux actuel qu'on peut faire des cybermenaces aujourd'hui? Quels sont les principaux risques finalement aujourd'hui et demain auxquels sont et seront exposées les entreprises dans ce cadre? Mais aujourd'hui, les entreprises font face à un éventail de menaces. On n'est plus sur alors ça existe toujours, l'employé un peu récalcitrant ou vexé, etc., qui veut s'attaquer à son entreprise. Mais en tout cas, voilà, c'est plus tout à fait le même schéma quand même que ce qu'on pouvait imaginer il y a peut-être 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les menaces, c'est principalement, on entend beaucoup parler, les ransomware ou rançongiciels, donc qui vont attaquer une entreprise pour chiffrer son parc informatique. Ça, c'est quand même, aujourd'hui, je dirais presque la menace principale qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, avec un très gros risque, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui va se faire attaquer par un rançongiciel va avoir une perte de disponibilité au moment de l'attaque, avec ces systèmes qui vont être tous arrêtés pendant un certain temps. Alors, on entend parler, il y a eu une mairie qui a été attaquée il y a plusieurs mois, mais je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, qui ne s'est pas encore complètement remis de l'attaque. Donc ça veut dire que ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, du long terme, potentiellement. On a un partenaire qui nous avait parlé d'une dizaine d'années même, qui nous avait dit de toute façon, nos systèmes sont tellement variés qu'on mettra 10 ans à tout remettre sur pied. Parce qu'il faut reconstruire le système informatique de zéro en fait, quand on a subi ce type d'attaque. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est la disponibilité des moyens. La deuxième, et ça on le voit de plus en plus, on l'a vu avec l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est le risque, donc c'est la menace financière, parce qu'il y a toujours cette question de payer la rançon ou pas, donc avec un enjeu financier potentiellement important, mais il y a aussi le risque de confidentialité des données. Alors on le voit, c'est encore plus criant pour un hôpital. Là, ça a été diffusé il y a quelques jours et il y a déjà eu des premières analyses sur les dossiers qui ont été diffusés. On retrouve des dossiers patients, des résultats d'analyse biologique avec les noms, prénoms, numéro de sécurité sociale et toutes les informations qu'on peut imaginer d'un résultat d'analyse biologique, typiquement. Bien sûr. Aujourd'hui, ça fait partie des données qui ont été publiées sur Internet, donc ils sont en libre accès. Donc on peut imaginer un assureur qui refuse un crédit à quelqu'un parce qu'il va trouver une information comme quoi il avait une pathologie, etc. Donc là, c'est le risque vraiment de vol de données. Alors, on l'imagine bien sur un hôpital. On peut aussi tout à fait l'imaginer pour une entreprise, on va dire, plus classique. Vol de ses bases clients, vol de propriété intellectuelle, où il va y avoir de très grands risques. Et aujourd'hui, les ransomware, justement, les éditeurs de ransomware jouent sur les 2 tableaux. L'indisponibilité avec le chiffrement des données et la menace de diffuser les données pour inciter vraiment, c'est un vrai chantage, pour inciter la cible à payer la rançon. Mais la deuxième menace qu'on voit beaucoup moins, c'est aussi tout ce qui va être le vol de propriété intellectuelle, beaucoup plus finalement, lié à des groupes étatiques. Ça, c'est quelque chose qui existe. On entend parler régulièrement. Il y a quelques pays qui s'en sont fait un peu la spécialité. Et c'est vrai que généralement, ça passe beaucoup plus inaperçu parce que là, on est sur des groupes qui vont avoir plus de moyens, donc qui vont s'introduire pendant des durées des fois très prolongées dans des entreprises. Et parfois, après coup, on s'aperçoit que ça fait 3 ans qu'on a un acteur de tel ou tel pays qui est implanté chez un industriel de l'aéronautique ou de la défense, par exemple, et qui siphonne les plans régulièrement des données. Ça, c'est les 2 principales menaces qu'on peut voir aujourd'hui. Justement, s'il faut faire la distinction entre les 2 menaces que vous venez de citer, vous parliez des ransomware, rançongiciels. Là, finalement, la motivation principale pourrait être l'appât du gain, puisqu'il y a le paiement de la rançon derrière. Mais le deuxième type de menace que vous ciblez, notamment lorsque c'est d'origine étatique, c'est finalement des motivations qui sont plus idéologiques, voire franchement politiques derrière. Alors, politique, mais aussi beaucoup économique. Si vous avez un concurrent d'un autre pays, je ne sais pas, un concurrent d'Airbus, par exemple, il y en a plusieurs dans le monde. Ces concurrents-là vont être très intéressés par les nouveaux, les plans du futur avion ou des méthodes de calcul, etc. Parce que ça peut clairement aider un concurrent à développer ses propres avions finalement. Donc on a aussi un très gros enjeu, on va dire, économique à l'échelle internationale, notamment pour des grands groupes comme ça, mais aussi pour des petites entreprises. On peut avoir des pépites en France, je ne sais pas, sur l'informatique quantique par exemple, on a quelques pépites en France dans le domaine. Se faire voler les technologies aujourd'hui par des États étrangers, ça pourrait être un vrai problème
plutôt à long terme pour le coup. Bien sûr. Et alors justement, face à cet état des lieux qui est assez inquiétant, ce portrait que vous brossez finalement, quels sont les moyens de recours, les moyens de se protéger, d'anticiper, même de prévenir ces attaques qu'ont les entreprises à leur disposition aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses. On va dire, il y a la partie, il y a ce qu'on appelle la détection et la réponse, pour faire simple. La détection, c'est effectivement s'équiper de moyens qui vont nous permettre de savoir qu'il y a une attaque. On a souvent coutume de dire il y a les entreprises qui se sont fait attaquer et celles qui ne le savent pas encore. Bien sûr. C'est un peu triste, hein, mais c'est davantage une question de quand ça aura lieu que de si ça aura lieu un jour. Exactement. Ouais. Et de quand ça aura lieu ou de si ça n'a pas déjà eu lieu. Sans qu'on le sache, puisque ça peut être des attaques presque sous-marines, comme vous parliez. Exactement. Dans le cas des attaques de vol de technologie, etc., potentiellement, on ne va même jamais apprendre que l'entreprise a été attaquée. Donc effectivement, il y a être capable de détecter. Donc c'est avoir les bons moyens aux bons endroits. Donc ça va être soit ce qu'on appelle la défense périmétrique, c'est-à-dire couvrir le périmètre extérieur, donc tout ce qui va être messagerie, accès Internet, etc. Mais aussi, et là, alors c'est un peu un gros mot entre guillemets, mais ce qu'on appelle aussi la défense en profondeur, où on va aller à l'intérieur du système, à l'intérieur de l'infrastructure informatique, de se dire, voilà, tel poste à tel endroit qui était un peu isolé, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas le protéger aussi, parce qu'il est connecté par tel ou tel biais, il y a une clé USB qui peut arriver d'un peu n'importe où, etc. Donc c'est aller sur l'ensemble du système d'information pour faire de la détection. Et puis après, il y a la partie réponse. C'est quand on a détecté quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose déjà ? Est-ce que ça veut dire on éteint tout ? Donc, parfois, ça peut être acceptable. Hein. On peut se dire, voilà, on n'a pas des très gros enjeux sur l'IT, sur le système informatique. Première réaction, c'est qu'on éteint tout. Dans d'autres cas, évidemment, c'est complètement impossible. Hein. On ne va pas éteindre un aéroport, par exemple, ou des infrastructures comme ça. Mais donc, il faut avoir cette capacité de réponse. Et comment est-ce qu'on fait quand on a un événement pour soit redémarrer rapidement, soit déjà être capable de nettoyer le système, etc. Donc il y a tout un tas d'enjeux. Il y a une chaîne, une fois qu'on a eu une attaque constatée, il y a toute une chaîne d'actions à prendre pour réussir à retrouver un système sain, etc. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire non seulement d'être capable de repartir, mais en plus de repartir sur des bonnes scènes, sur des bonnes bases saines, et surtout d'éviter que ça arrive une prochaine fois. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on voit des fois. Hein. Quelqu'un qui dit, bon voilà, je suis attaqué, de toute façon c'est pas grave, j'ai des backups, des sauvegardes qui datent d'il y a un mois, je restaure toutes les sauvegardes, sauf qu'en fait, l'attaquant était là depuis plus d'un mois, donc il est dans les sauvegardes. Donc quand on restaure les sauvegardes, on restaure tous les systèmes de l'attaquant. Et en fait, il redémarre ses systèmes avec les sauvegardes. Et c'est exactement comme juste avant de les restaurer. On se retrouve avec l'attaquant qui est complètement encore dans la place. Donc c'est aussi important, même dans la chaîne de réaction, au moment où on réagit, de se dire maintenant, comment est-ce que je fais pour être sûr que quand je repars sur des bases, ces bases soient saines. D'accord, très bien. Et alors, vous, justement, accompagnez les entreprises pour faire face aux cybermenaces, pour que leur continuité soit, la continuité de leur service soit assurée. C'est votre cœur de métier, ce que vous proposez chez Glimpse. Quelles sont finalement les solutions que vous proposez chez Glimpse et quelles vont être leur plus-value pour les entreprises ? Alors, ce qu'on propose chez Glimpse, c'est justement d'être sur ces deux parties-là, détection et réponse. Okay. Notre produit phare, on a deux produits aujourd'hui chez Glimpse. Il y en a un qui s'adresse vraiment à une expertise très forte, à des experts, donc quelque part ce qu'on était avant dans notre vie passée, où on faisait vraiment, on lisait du code informatique toute la journée. Donc on a un produit qui est un peu dédié à ces personnes-là parce que ça nous semblait intéressant d'aider aussi ces personnes-là dans leur activité. Mais notre produit phare aujourd'hui, qui s'appelle Glimpse Malware, il est vraiment orienté autour de la menace malware, la menace du logiciel malveillant. Et sur ces deux aspects, l'aspect détection, en fait, on va le connecter à un système, quel qu'il soit. Donc ça peut être la passerelle de messagerie, ça peut être ce qu'on appelle l'EDR, donc c'est ce qui va être... Endpoint Detection and Response. Voilà, exactement, Endpoint Detection and Response, qui va être l'agent qu'on va installer sur chacun des postes du système informatique, par exemple. Chaque terminal. Ça peut être aussi le partage de fichiers internes d'une entreprise, ça peut être sa solution de chat. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail, etc., les équipes sont très mobiles. Beaucoup d'entreprises, si ce n'est la quasi-totalité, ont installé un chat interne pour les employés. Moi, je le vois, aujourd'hui, un collaborateur qui m'envoie un fichier via ce chat-là, je vais moins être vigilant que s'il vient de la messagerie externe. Alors que potentiellement, sur la messagerie externe, les gens ont plus l'habitude, il y a plus de protection. Donc voilà, finalement, tous les endroits où vont transiter des fichiers, on va pouvoir connecter Glimpse Malware pour se dire, à chaque fois que j'ai un fichier qui transite, je garantis qu'il est sain. Et je ne le laisse passer que s'il est sain. Ça, c'est la partie détection. Une fois qu'on a détecté un fichier, c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, comment est-ce qu'on va réagir. Et ça, donc, c'est la partie réponse. Et en fait, notre produit Glimpse Malware, il a justement ces deux volets-là. D'un côté, on va le brancher, et de l'autre côté, on va avoir une interface. Alors, c'est une deuxième interface du même produit, finalement, donc c'est ça qui est intéressant, où en fait, un analyste
Donc l'analyste, généralement, dans les entreprises constituées, qui ont un SOC ou un CERT, donc Security Operational Center, pour le SOC, c'est un peu la tour de contrôle de la sécurité, qui voit les alertes passer, etc., qui fait le premier niveau d'analyse. Le CERT est en plus dans la connaissance de la menace qui peut attaquer l'entreprise. Et en fait, les entreprises équipées d'un SOC ou d'un CERT vont utiliser la partie expert de Glimpse Malware pour regarder ce qui a sonné en alerte, justement, et se dire pourquoi est-ce que ça a sonné? Qu'est-ce qui a sonné? Qu'est-ce que c'était que ce fichier? Et pourquoi Glimpse me dit que ce logiciel est malveillant? Et là, ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de solutions qui vont, par exemple, proposer l'automatisation complète, etc., de la détection, de la réponse. Aujourd'hui, on ne me fera pas croire que quand une entreprise est attaquée, qu'elle se retrouve partiellement chiffrée, ou en tout cas qu'on a constaté que, je sais pas, l'attaquant Lockbit, qu'on voit énormément en ce moment, était dans ces systèmes. On lui dit, c'est bon, j'ai tout nettoyé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Il est évident qu'on va mettre des analystes à ce moment-là derrière la console pour voir ce qui s'est passé. Et Glimpse Malware est vraiment orienté justement pour les analystes, pour que là, ils voient, voilà, on a eu une détection, on a eu tel événement, voilà les éléments caractéristiques qu'on a trouvés, voilà le code informatique malveillant qu'on a détecté au sein du malware, et je reviendrai justement sur comment est-ce qu'on fait pour aller dans ce niveau de précision-là. Et voilà même cet attaquant, par exemple, il s'agit de tel ou tel groupe d'attaquants, et on va même fournir, grâce à nos partenaires Sequoia en l'occurrence, on va fournir des informations même sur le groupe de l'attaquant pour dire, voilà, cet attaquant-là, c'est tel type de menace, c'est un ransomware, etc. Pour vraiment, le but étant de gagner, de présenter de l'information à l'analyste pour qu'il sache comment répondre. D'accord. Sur la partie détection, je disais là qu'on va assez loin justement à la détection de code. J'allais vous poser la question, comment vous êtes capable de garantir un si grand nombre d'informations finalement sur des logiciels qui peuvent être malveillants ou des attaques qui ont lieu? Alors ça justement, en fait, nous on a travaillé, notre expertise c'était l'analyse de malware. Donc on prend un malware, on analyse, on le décortique pour savoir ce qu'il fait. On s'est formé aussi à l'intelligence artificielle. Et il y a un moment on s'est posé la question, c'est comment est-ce qu'on peut, avec notamment du deep learning, faire ce qu'on appelle de la compréhension de code, et même de la conceptualisation de code. Et ça, en fait, c'est transformer un code, donc un code informatique, c'est quelque chose de très très concret, en ce que nous on appelle un concept code, donc c'est quelque chose de très abstrait pour le coup, c'est le concept associé à un code informatique. De la même manière qu'aujourd'hui, si je vous montre une image d'une fleur, vous allez enregistrer le concept de la fleur. Et si demain on en reparle, vous me direz, oui, on a parlé de fleur. Et pourtant, vous n'aurez pas du tout retenu l'image. Mais vous aurez retenu le concept. Et c'est ce concept-là qui vous permet de mémoriser cette information, de la partager, de la relier à d'autres informations, de la comparer, etc. Nous, on a fait ça avec du deep learning parce que finalement, le cerveau humain, quand il fait ça sur une image, c'est exactement ce qu'on sait faire aujourd'hui avec un algorithme de deep learning grâce au réseau de neurones informatiques, finalement. Donc nous, on a fait ça en deep learning. Non pas sur des images de fleurs, évidemment, mais sur du code informatique. Et du coup, on est capable, quand on lit un code informatique, de le comprendre, d'en créer un concept, et de retenir ce concept, et justement de le partager avec nos modules de détection, qui vont dire, voilà, ce concept-là, par exemple, je le connais, c'est un concept code malveillant. C'est le concept code de tel ou tel attaquant. Donc on va reconnaître comme ça, quelque part, on fait presque de la détection de propriété intellectuelle de code informatique, et on est capable de dire, voilà, là, cette attaque en cours, enfin en tout cas, ce fichier-là qu'on m'a demandé d'analyser, je suis capable de dire que c'est un logiciel malveillant parce que j'ai de la propriété intellectuelle qui appartient à un attaquant informatique, tel ou tel attaquant. Et donc c'est comme ça qu'on fait à la fois la détection et l'identification et qu'on va vraiment très très loin dans le niveau d'information qu'on fournit. Et alors justement, vous disiez, vous parliez des différentes solutions que vous proposez au sein du vaste écosystème Glimpse. Vous parliez de vos partenaires. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un cas d'entreprise finalement qui a implémenté les solutions Glimpse pour qui on pourrait parler de success story, pour qui ça a été particulièrement réussi, cette intégration? On en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui me tiennent vraiment à cœur, notamment parce qu'on s'adresse à plusieurs publics. Je parlais tout à l'heure d'entreprises constituées d'un SOC ou d'un CERT. Donc on en a une dans le domaine de l'énergie. Alors je ne pourrais pas citer son nom malheureusement, ce qui est souvent le cas dans le cas de la cybersécurité. Les gens n'aiment pas trop citer les noms. Il y a quand même les termes sécurité dedans. Voilà, donc on est quand même tenu à une certaine confidentialité. Une entreprise d'un grand groupe de l'énergie avec des filiales à l'international justement qui utilise Glimpse Malware pour la détection et l'analyse avancée pour sa messagerie. Et ça nous a permis
permis de bloquer déjà un certain nombre de menaces. Ça fait plus d'1 an ou presque 2 ans, je crois, qu'on fait de la détection. Et on a bloqué quand même un certain nombre de menaces, dont des menaces extrêmement ciblées. Secteur de l'énergie, par exemple, on a vu passer un bulletin météo qui avait été personnalisé, etc. Donc c'est un peu la raison de vivre de ces gens-là, le bulletin météo. Bien sûr. On le sait, on en parle beaucoup en ce moment. Et donc il y en a un qui avait été modifié justement pour inclure une charge malveillante à l'intérieur. Ça, c'est des choses qu'on a été capable de détecter justement chez ce client. Et l'autre cas d'usage que j'aime beaucoup aussi sont tous les intégrateurs avec qui on travaille. Donc je pense à 2 en particulier, en l'occurrence Capfi ou Soprasteria, qui travaillent avec nous justement pour proposer notre offre dans une offre que eux proposent à d'autres entreprises. Tout le monde n'a pas la chance quelque part d'avoir un SOC, un CERT dans son entreprise. Et donc souvent on va faire appel à des intégrateurs. Ces partenaires-là, justement pour nous en fait, ce sont eux nos clients quelque part, et eux vont adresser des dizaines de milliers même d'entreprises de plus petite taille que ce que nous on pourrait adresser, pour leur offrir de la protection justement en détection et en réponse. Le cas de Capfi même est même un peu particulier parce que eux ils travaillent même avec l'OpenXDR Platform presque dans sa globalité, qui est le consortium d'entreprises en fait dont on fait partie, de 7 entreprises aujourd'hui de la cybersécurité français, qui ont envie de travailler ensemble, et on a notamment cet intégrateur-là qui commercialise en fait quasiment systématiquement à ses clients un package avec plusieurs de ces entreprises-là. Donc on parlait de l'EDR tout à l'heure, donc c'est avec Arfanglab, il y a la partie Sequoia avec la partie Threat Intelligence, CTI, etc. Et donc eux en fait prennent directement l'ensemble de l'OpenXDR Platform pour fournir une défense complète à leurs clients, parce que chacune de nos technologies et chacun de nos produits vont vraiment se compléter et travailler ensemble. Il y a cette idée de complémentarité qui est finalement entre les différentes solutions de la plateforme qui là est garantie en un package que vous disiez en tout en un. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec d'autres acteurs. Sur l'EDR par exemple, ou même sur la CTI, on travaille avec d'autres partenaires qui fournissent des solutions similaires, mais c'est vrai que si on a un client qui vient nous voir en nous disant là, dans l'interaction entre l'EDR et Glimpse, j'aimerais bien avoir telle information supplémentaire, c'est beaucoup plus facile parce que je prends mon téléphone, c'est des anciens collègues ou des copains, je leur dis voilà, il y a tel client qui demande ça, la modification elle sera faite. Quand on discute avec un grand groupe américain ou israélien ou autre, on est plus dans l'attente finalement de leurs évolutions futures pour la suite. Donc ça ne nous empêche pas de travailler avec d'autres, mais c'est vrai que l'OpenXDR Platform, pour nous, et pour le client surtout, c'est la garantie de cette volonté de travailler ensemble finalement. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup Frédéric. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite dans un nouveau webcast du monde informatique. Au revoir.